Bonjour. Bonjour Denis. Alors, je vais commencer donc mon intervention sur le vrai est-il un moment du faux. C'est une citation qui est à l'affirmative dans un livre de Guy Debord qui s'appelle La société du spectacle en 1969. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, les technologies qu'on utilise en matière d'intelligence artificielle, notamment pour l'industrie du film, vont permettent déjà de commencer à fabriquer des faux hyper réalistes qui posent un certain nombre de problèmes, évidemment, à nos régimes démocratiques. Alors, je ne connaissais pas avant de venir l'acronyme VUCA, je l'ai appris ce matin, aux deux présentations précédentes. Mais force est de constater que, comme M. Jourdain, je faisais du VUCA sans le savoir, et vous allez voir dans ma présentation à quoi je fais référence. Alors, je vais commencer par la vérification des photographies. C'est le résultat de 3 projets de recherche européens, Reveal, Invid et WeVerify, qui viennent de commencer. Et sur les photos, donc les photos qui circulent notamment sur les réseaux sociaux. Premier exemple, cette photo qui est une photo du ministre grec des Finances, qui s'appelle Euclide Tsakalotas. Et cette photo donc a été publiée sur les réseaux sociaux. Et pour vérifier les images, on a 2 grandes techniques. La première, c'est ce qu'on appelle de l'analyse forensique, c'est-à-dire qu'on va analyser les altérations dans le fichier numérique. C'est-à-dire qu'on va analyser mathématiquement le fichier numérique en termes d'incohérence dans le traitement du signal. Et vous voyez que dans cette photo, on a un certain nombre de zones qui montrent qu'il y a une zone suspecte autour du tableau qui est derrière le ministre grec. La deuxième technique qu'on utilise, c'est de la recherche par similarité. La recherche par similarité d'image, donc basée sur le contenu de l'image. Et dans ce cas précis, si on fait une recherche avec Google, qui est le premier moteur d'image auquel on va penser, on s'aperçoit que Google complexifie la recherche par similarité d'image avec de l'intelligence artificielle et va essayer d'extraire de la connaissance implicite dans cette image. Et en l'occurrence, Google va nous faire des pages et des pages sur le tableau d'Edward Munch qui est situé derrière le ministre grec. Si on fait le même type de recherche avec Bing de Microsoft, on s'aperçoit que Bing met l'accent plutôt sur la reconnaissance faciale et donc va mettre en exergue le ministre en lui-même. C'est-à-dire que la plupart des photos qui vont sortir sont des photos de la personne qui figure dans l'image. Et si on va sur d'autres moteurs de recherche plus historiques, en termes de, en tout cas pour Tinaille, des pionniers de la recherche d'images par similarité, on s'aperçoit que, en fin de compte, ces moteurs qui sont restés relativement primitifs, qui n'ont pas rajouté de couches d'intelligence artificielle, retrouvent plus facilement l'image, l'origine de l'image qu'on essaye de démystifier. En l'occurrence, le ministre grec faisait son petit discours devant un tableau, un nu de Modigliani, et cette image avait été jugée sans doute par l'internaute grec qui a fabriqué ce faux comme pas assez angoissante ou pas assez anxiogène pour montrer l'état de l'économie grecque. Ah. Et donc cette photo donc, a été changée, donc l'image derrière le ministre a été changée, et si vous regardez d'ailleurs l'arrière-plan de cette image, vous voyez le ton ocre de l'arrière-plan du tableau de Modigliani, finalement on le retrouve dans l'arrière-plan du tableau de la falsification sur le tableau de Munch, parce qu'en fin de compte c'est un faux qui est relativement grossier et qui a été le tableau a juste été inséré à la place du tableau précédent. Mais ce qui est intéressant dans ce genre d'exercice, c'est que ça permet aussi d'éduquer le regard en matière d'éducation aux médias. Et l'éducation aux médias est clé dans ce domaine-là pour éduquer les gens et leur apprendre à ne pas croire toutes les images qui circulent sur les réseaux sociaux. Passons maintenant aux vidéos. Invid était spécifiquement, un projet qui s'est terminé au mois de décembre 2018, était spécifiquement sur la vérification des vidéos sur les réseaux sociaux. Et je vais commencer notamment par les deepfakes. Alors, qu'est-ce que sont les deepfakes ? Les deepfakes, ce sont des faux qui sont fabriqués par intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on va utiliser toute une série de techniques, comme ce qu'on appelle du face swapping, c'est-à-dire qu'on va remplacer le visage de quelqu'un dans une vidéo. On va faire du face reenactment, c'est-à-dire on va changer l'expression faciale d'une personne dans une vidéo à la volée avec un acteur. On va faire de la synchronisation labiale, c'est-à-dire qu'on va faire dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas dit, en modifiant la bouche, les contours de la bouche pour faire croire, pour donner un air hyper réaliste à ce genre de faux. Et toutes ces technologies, qui sont fabriquées essentiellement pour l'industrie du film, contribuent à créer des faux hyper réalistes. Alors on va commencer par l'avertissement de Barack Obama et du cinéaste Jordan Peele. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time.
even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. Donc voilà pour l'avertissement de Barack Obama. On voit relativement peu encore de deepfake dans le domaine des news, mais ça commence à arriver. Et on va prendre un premier exemple, qui est une vidéo deepfake de Donald Trump, donc qui a succédé à Barack Obama. Et vous allez voir, c'est une vidéo qui a été fabriquée par le Parti socialiste flamand en Belgique. Ça ne s'invente pas. C'est une vidéo qui a été fabriquée pour une parodie, en fin de compte, pour inciter les gens à s'intéresser au climat et à signer une pétition contre une centrale nucléaire en Belgique. Dear people of Belgium, this is a huge deal. As you know, I had the balls to withdraw from the Paris Climate Agreement, and so should you. Because what you guys are doing right now in Belgium is actually worse. You agreed, but you're not taking any measures. Only blah, 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 bing, bang, boom. You even pollute more than before the agreement. Shame. Total shame. At least I'm a fair person. People love me because I'm a fair person. I'm the fairest person on earth. So Belgium, don't be a hypocrite. Withdraw from the climate agreement. We all know that climate change is fake, just like this video. Donc voilà pour cette vidéo deepfake. Donc, alors quand on est confronté à ce genre de fou, d'infox, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est une copie d'écran de notre plugin de vérification. Donc le projet Invid a mis en open bar, à disposition de tous pour Chrome et Firefox, et donc sur le Chrome Store notamment, ce plugin, donc une extension de navigateur qui permet d'avoir une boîte à outils de 8 différents outils qui permettent donc d'aller faire de la vérification sur les images. On a un outil en particulier qui s'appelle Keyframes, qui est un outil qui va permettre de faire une fragmentation de la vidéo en différentes images clés. Et l'enjeu ici, c'est de retrouver la source de la vidéo, c'est-à-dire de retrouver si ces images-là n'ont pas été déjà publiées auparavant sur les réseaux sociaux. Combien de temps ça prend pour faire un canular comme ça ? Alors un canular, ça prend quand même un peu de temps parce que aujourd'hui, ça fonctionne donc avec l'intelligence artificielle, donc il faut quand même quelques heures d'entraînement. Il faut des données. On va mettre ça dans une machine, un PC de gamer, ça suffit. Et ça va prendre quelques heures d'entraînement pour fabriquer quelques minutes de vidéo. C'est pas aussi trivial, aussi facile encore. Parce que si, dans 10 ans, moi je pense au harcèlement scolaire, on prend une gamine, on lui fait dire des horreurs, on est au collège et on détruit la réputation d'un camarade de classe encore plus qu'on ne peut le faire aujourd'hui sur Facebook ou sur WhatsApp. Alors aujourd'hui, je dirais que ça se fait déjà. On a des vidéos, notamment, je sais pas, des vidéos au Pakistan contre les enlèvements des enfants qui sont utilisées en Inde pour dénoncer certaines communautés qui se livreraient à des enlèvements d'enfants, et ça aboutit parfois à des lynchages quand ce genre de vidéo atterrit sur WhatsApp. Alors là, c'est de la vidéo purement décontextualisée. Si on veut effectivement cibler une personne en particulier, c'est ces technologies de face swapping notamment qui vont permettre de le faire. Ça va être quelque chose. Alors, je reviens sur l'idée de sourcer la vidéo, donc retrouver, savoir si cette vidéo n'a pas une antériorité, une présence antérieure sur les réseaux sociaux. Donc une fois qu'on a fragmenté la vidéo en images clés, ça prend quelques secondes, voire quelques minutes si la vidéo est un peu plus longue. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec simplement le menu contextuel, on va envoyer ces images clés une à une. Alors ça reste encore assez manuel,
on va les envoyer sur différents moteurs de recherche d'images. Donc on a évidemment Google Images, mais on a aussi Baidu, le moteur chinois, Yandex, le moteur russe, qui est très intéressant à ce niveau-là. Tinai, le moteur canadien qui est le pionnier de la recherche par contenu d'image, Bing de Microsoft, et pour Reddit, on utilise un moteur qui s'appelle Karmadeke qui indexe les images sur le site social américain Reddit. Et une fois qu'on a on a envoyé ces images donc sur les moteurs de recherche, on va retrouver, alors là c'est un résultat d'il y a quelques mois, au moment où ce deepfake est sorti, et on montre en tout cas qu'on est capable de remonter sur les images originales qui ont servi pour fabriquer ce deepfake. En l'occurrence, on va retrouver une conférence de presse de Donald Trump à la Maison-Blanche le 13 avril 2018, où il annonce des bombardements contre la Syrie à l'occasion de l'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar al-Assad. Et donc, on retrouve les images originales qui ont permis à fabriquer ce deepfake. Alors, le deepfake a encore besoin de data, bien sûr, parce qu'ils prennent des data et ils vont transformer ces data dans une nouvelle création vidéo à partir donc, de ces données qu'on est capable aujourd'hui de remonter. Et donc, on passe de la réalité à la fiction, on passe à droite de la vraie vidéo de Donald Trump annonçant des bombardements en Syrie, à cette vidéo truquée donc, par le parti socialiste flamand belge. Alors ce qu'on repère encore, c'est que là, on arrive à repérer quand même visuellement que les effets spéciaux autour de la bouche ne sont pas encore à un niveau qui permet de passer ne serait-ce qu'un examen un peu minutieux. Mais par contre, ce qu'on a vu sur les commentaires sur Facebook sur cette vidéo, c'est que pas mal de gens l'ont cru. C'est-à-dire pas mal de gens ont pris ça pour argent comptant et ont cru que cette vidéo était vraiment Donald Trump qui appelait les Belges à se révolter, enfin à voter contre l'accord du climat de Paris. Alors, avec Donald Trump, évidemment, on passe souvent de la réalité à la fiction et de la fiction à la réalité, parce que c'est toujours assez compliqué. Mais voilà ce qui illustre, en tout cas, le pouvoir, il y a souvent hyper réaliste de ce genre de fabrication de vidéos. Alors, un point important également, c'est la variabilité des moteurs de recherche, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, à un instant T, vous avez un résultat, mais quand vous passez 3 mois après, 2 mois après, vous n'avez plus le même résultat. C'est-à-dire que les moteurs ont souvent des problèmes, les index des moteurs ont des difficultés avec les infox, parce que la prolifération des infox arrive à fausser parfois leur index. Et donc, ici, par exemple, une recherche plus récente, vous voyez que Google maintenant met l'accent aussi, comme on l'a vu sur Bing pour la photo, sur la reconnaissance faciale. Et donc, ils vont sortir essentiellement comme la connaissance qui est dans cette image, c'est que c'est Donald Trump. Et heureusement, vous avez encore un site de fact-checking, BuzzFeed News, qui vous montre en premier résultat le fait que cette vidéo était un faux qui a été fabriqué par un parti politique belge. Mais cette variabilité de moteur de recherche pose des problèmes parce qu'aujourd'hui, quand on va essayer de retrouver l'original qui a servi à fabriquer un faux, parfois il faut aller le chercher dans les pages N des résultats du moteur de recherche. Le résultat en lui-même peut sortir au moment où le faux sort sur les réseaux sociaux, mais quelques mois plus tard, on a plus de difficultés pour le retrouver. Alors, dans le projet WeVerify qu'on vient de commencer avec différents partenaires, dont l'Université de Sheffield en Grande-Bretagne, la société bulgare de base de graphes Ontotext, une société informatique d'Athènes qui s'appelle ATC aussi, nos partenaires médias Deutsche Welle, le broadcaster extérieur allemand, également. On va travailler notamment sur la propagation, cette fois-ci sur les réseaux sociaux, sur la détection justement de ces deepfakes, c'est-à-dire essayer de les repérer et montrer en quoi ces faux, comment ils ont été construits et en quoi ce sont vraiment des faux. Et puis, on va travailler également à la construction d'une base de données. Alors, pourquoi construire une base de données de faux connus? Parce qu'il faut éviter ce qu'on appelle les faux récurrents. Alors, à l'image, vous avez toute une série c'est la même vidéo, dans chacune des petites vignettes. C'est une vidéo qui est sortie au moment de la campagne électorale présidentielle de 2017 en France. Et cette vidéo, elle est supposée montrer un migrant qui tabasse des infirmières dans un hôpital français. Alors ça, c'est pour la première vidéo que vous avez à gauche sur l'écran.
Et puis, donc elle a été démystifiée en France, dans une campagne qui s'appelait Crosscheck, de différents 37 médias français qui ont participé à cette campagne. Et en fin de compte, on a repéré assez facilement, par similarité d'image, c'est que cette vidéo est la vidéo d'un ivrogne russe dans un hôpital de Novgorod, en Russie, qui tabassait des infirmières, alors non pas en mars 2017, mais en février 2017. Donc la vidéo a été décontextualisée, elle est passée en France pour faire croire que des migrants se livraient à ce genre d'exercice, si j'ose dire, dans les hôpitaux français. Alors, l'anecdote aurait pu s'arrêter là, mais on a retrouvé, par similarité d'image toujours, la même vidéo une semaine plus tard en Italie. Et là, cette fois-ci, le migrant est en Italie et il tabasse une doctoresse italienne dans un hôpital italien. 4 jours plus tard, on la retrouve en Espagne. Là, c'est dans un centre de secours et c'est un migrant musulman qui attaque des infirmières espagnoles. Et puis, quelques mois plus tard, on la retrouve en Turquie. C'est un migrant syrien qui attaque du personnel médical turc. Et puis finalement, on la retrouve dans un tweet d'une sénatrice flamande en Belgique, qui pense que c'est ce qui se passe en Belgique. Et donc on voit que le même faux circule un peu partout en Europe, parfois même ailleurs. J'ai vu récemment, il y avait un documentaire samedi dernier sur la télévision espagnole parlant justement de cet exemple-là et disant qu'il a été également répertorié en Amérique du Sud, à la suite de l'Espagne. Et donc le même ivrogne russe, un fait divers qui s'est passé à Novgorod en février 2017, fait le tour du monde ou presque, en faisant croire que donc les migrants se livrent à ce genre d'exactions un peu partout dans tous les hôpitaux, presque tous les hôpitaux de la planète. Mais cognitivement, on est plus à même de valider ce genre de vidéo que de le mettre en question. Le cerveau fonctionne et est plus perméable à ça que le doute. Tous les spécialistes du cerveau qui font des conférences aujourd'hui sur l'information viendront vous dire que voilà, notre cerveau est plutôt conçu pour accepter plutôt que pour refuser ce genre de mensonges. Absolument. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que ce genre d'exemple s'adresse à notre cerveau reptilien, s'adresse à nos émotions. Vous voyez quelqu'un qui se fait tabasser, tout de suite, c'est nos mécanismes de défense qui sont mobilisés. C'est pas du tout notre raisonnement. Et donc c'est le côté pernicieux de ce genre de vidéos. Parce que justement, elles sont virales d'abord, parce que c'est le genre de choses qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai fait un décompte, on en est à plus de 21 millions de vues sur Facebook, sur toutes ces vidéos. Alors ceci étant, il y a ce qu'on appelle le backfire effect, ou l'effet boomerang, qui fait qu'à partir du moment où les médias vont s'emparer de cette histoire pour dire que c'est faux, ça va booster aussi le nombre de vues. Mais au moment où ça a commencé en France et qu'on a commencé à s'intéresser à cette vidéo, elle était quand même à plus de 2 millions de vues sur Facebook. Donc évidemment, ce genre de choses qui est reçu directement par l'audience ne peut pas poser des problèmes à la fois de démocratie, des problèmes politiques et autres. Et j'ai entendu le même spécialiste du cerveau dire, je crois que c'est le patron de Cerveau et Psycho, Sébastien Bollard, qui dit on est passé d'une ère où on disait « je crois ce que je vois » à l'ère du « je vois ce que je crois ». Ce qui accompagne la diffusion de ces vidéos virales, quoi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être de la crédulité dans tout ça, mais il y a une envie d'y croire aussi. Absolument, et ça pose le problème notamment de ce qu'on appelle en langage informatique américain des affordances, c'est-à-dire des indications qui vont dire aux gens attention, faites attention, regardez, cette vidéo est fausse. C'est ce que vous voyez par exemple sur la dernière imagette sur votre droite. Vous voyez que c'est pas Anvers, c'est Novgorod. Et donc on avertit quand même la personne qui va voir cette vidéo que finalement il est en face d'un faux. La vérité surgit au bout de combien de temps ? Entre la fabrication de la vidéo et le label faux, ou vrai d'ailleurs, combien de temps ? Alors, c'est ce qu'on essaye de réduire. Et justement, notre outil a permis de réduire ça beaucoup. Parce que avant d'utiliser notre outil, les fact-checkers, en fin de compte, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient des screenshots, enfin des captures d'écran de la vidéo, au fur et à mesure. Donc, ils s'arrêtaient sur la vidéo, ils prenaient une capture d'écran. Cette capture d'écran, ils allaient l'envoyer manuellement sur Google Images. Et quand ils avaient un résultat rapidement, c'était rapide. S'ils n'avaient pas de résultat sur Google Images, ils étaient un peu stoppés. Relativement peu de gens en Occident, en tout cas, utilisaient par exemple le moteur de recherche russe Yandex, et notamment pour tout ce qui est Moyen-Orient, Proche-Orient et l'ex-Union soviétique, le Yandex est très bon, y compris même parfois pour du contenu occidental. Donc là, on joue sur
le big data et la complémentarité des index de différents moteurs d'image. C'est-à-dire que si un moteur d'image ne répond pas ou ne donne pas la réponse, ça veut simplement dire que la photo ou l'image clé en question n'est pas indexée dans ce moteur de recherche. Mais par contre, un autre moteur peut l'avoir. Et ce qui est intéressant aussi, parce que c'est difficile de se prémunir, pour les gens qui fabriquent ce genre de faux, c'est difficile de se prémunir contre les investigations des fact-checkers et des journalistes, parce que justement, quand on joue sur la complémentarité de différents index, on a plus de chances de retrouver si cette vidéo en particulier a été falsifiée ou pas. Et c'est plus difficile pour celui qui la fabrique d'aller vérifier sur tous les moteurs de recherche d'images, toutes les images clés de sa vidéo. Donc voilà, donc pour construire... nous construisons cette base de données pour éviter ces faux récurrents et pour éviter qu'ils ne ressurgissent au fur et à mesure d'un pays à l'autre au fil du temps. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on essaye de faire? En fin de compte, on va mélanger deux types de technologies. On va mélanger de la recherche par similarité d'image avec du blockchain pour stocker l'image authentique, originale. Alors ici, j'ai enlevé le logo du moteur de recherche. C'est juste une photo. Alors c'est la photo de la mort de Ben Laden, soi-disant photo de la mort de Ben Laden, ce qu'on appelle la photo verte de Ben Laden. Cette photo, on la glisse et on la dépose sur ce moteur de recherche. Et le moteur de recherche, donc moi, la seule chose que j'ai mis, c'est la photo, et le moteur de recherche nous donne cette réponse. Donc encore une fois, on a un mélange entre la recherche de similarité d'image avec une couche d'intelligence artificielle qui essaye de sortir de la connaissance implicite dans l'image. En l'occurrence, ici, la réponse, c'est Osama Bin Laden, Death Photo Real. Alors, la réponse fluctue. J'ai refait la recherche il y a une semaine, quelque chose comme ça. Et en fin de compte, je me suis retrouvé avec Osama Bin Laden corpse, le corps de Ben Laden. En fin de compte, quand on regarde, nous, on a étudié cette photo en particulier. Alors, cette photo, elle est sortie au moment de la mort de Ben Laden. Quand on la recherche, cette photo, on s'aperçoit qu'elle a 89,29% de similarité avec une autre image, qui est une image clé, en fin de compte, du film de Ridley Scott, Black Hawk Down, qui en français est traduit par La chute du faucon noir. Donc, l'image clé du film a été croppée, recadrée, pardon, en bon français, a été photoshopée pour ajouter le visage de Ben Laden. Et cette photo a circulé donc au moment de la mort de Ben Laden, notamment au Pakistan et ailleurs. Et en fin de compte, c'est une image clé d'un film. Et donc ce qu'on veut faire, c'est stocker ce genre de preuves. On a cette image clé, et quand les gens vont nous envoyer leurs images, on va leur dire votre image a tant de pourcents de similarité avec telle image dont on sait qu'elle a déjà été utilisée dans un contexte de faux. Il y a quand même, juste pour l'anecdote, il y a un enjeu politique colossal à avoir ou ne pas avoir en circulation sur le web l'image de la mort de Ben Laden, puisqu'un des enjeux, c'était évidemment pas de sépulture, c'était de le mettre dans un endroit où on ne pourrait pas aller se recueillir, et Internet fabrique des icônes. Elle fabrique une iconographie d'un prophète ou d'un gars qui se prenait pour un prophète, et l'enjeu politique est absolument colossal. C'est-à-dire que si on a une image de la mort de Ben Laden, à la limite qu'elle soit fausse ou vraie, on a besoin d'une image de la mort de Ben Laden quand on veut en faire une victime, un héros et une icône. Donc le travail qui est fait par l'information et le décryptage de l'information, là pour le coup, il est d'utilité publique et d'utilité politique dans cette bataille de civilisation, comme disait l'autre. Absolument. Et c'est ce qu'on a vu dans les deux diapos. Ici, on essaye de faire remonter, justement, on espère que les moteurs de recherche vont mettre en exergue justement des sites comme Snopes, qui sont des sites de fact-checking. Donc ils vont tout de suite apporter la preuve que cette image est fausse, plutôt que le complexe d'Abbottabad, qui était juste avant, qui était l'endroit où Ben Laden a été tué par les forces américaines. Donc effectivement, il y a un enjeu qui est très important, et notamment pour des photos un peu iconiques comme celle-là, c'est-à-dire des photos qui ont un retentissement assez important au niveau international. Alors, en conclusion, donc évidemment, ne vous fiez pas aux apparences. Tout contenu numérique, ce ne sont jamais que des 0 et des 1, et ça peut être falsifié à tout moment. La prolifération des intox provoque des problèmes sur les moteurs de recherche. Évidemment, il faut y réfléchir à 2 fois avant de partager sur les réseaux sociaux. Utiliser des outils de vérification, donc comme le Note qui est disponible simplement invite sur le Chrome Store. Et puis on a vu que l'intelligence artificielle, parfois, complexifie davantage le problème au lieu d'aider à le résoudre. Et donc il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine avant qu'on arrive
à quelque chose qui permette vraiment de détecter les infox. Et vous avez vu que les infox deviennent hyper réalistes. Merci Denis, c'est un travail. Merci à vous. C'est un travail d'utilité publique. Et je discutais, je crois, avec un de tes collègues, j'ai oublié son nom, c'était l'année dernière, et il disait à l'agence France Presse, notre métier a changé. Avant, notre spécialité, c'était de dire le vrai, et maintenant notre spécialité a évolué. Non seulement il faut dire le vrai, mais il faut aussi dire le faux. Absolument, dire quand est-ce que c'est faux. Et notamment, historiquement, notre métier, c'est de fabriquer, c'est de faire de l'information, mais aujourd'hui, on vérifie l'information des autres également. Et vous avez du pain sur la planche parce que Internet produit plus de mensonges que de vérités et à un rythme effréné. J'espère que vous avez assez de bras et Dieu pour faire ça. Peut-être que les technos vont vous y aider. C'est le moment de la synthèse et des questions. Alors, débat, avant de la synthèse, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est passé assez vite. Dans les toutes premières slides de Denis, en bas, il y avait une devise, In Video Veritas. Vous n'avez pas remarqué ça ? Alors, dans les points de synthèse, la première chose, c'est un constat. Ce bon vieux Saint Thomas n'est plus crédible du tout. C'est terminé. Deuxième point, c'est que le projet européen InVid permet de constituer un arsenal d'outils qui est désormais utilisé par les professionnels des médias pour vérifier l'authenticité des images et des vidéos. Et dernier sujet, c'est que l'IA, vous avez terminé là-dessus, va permettre d'aller encore plus loin dans la falsification, mais, heureusement pour nous, WeVerify va proposer aux autres de constituer une base de données des infox répertoriés. Alors là, la salle s'est complètement déchaînée. Alors là, ouf, j'avais plus assez de place sur mon carnet pour poser des questions, donc choisir, c'est renoncer. Alors, on va commencer par l'AFP. Donc, vous avez effectivement monté un service spécialement dédié pour vérifier l'information, il y a 18 mois à peu près. Aujourd'hui, quel est le bilan et le volume quotidien de détection de fake que vous êtes réalisé ? Bonne question. Je pense qu'on est à plus d'une trentaine par mois dans une quinzaine de pays à peu près. Et ils font l'objet de dépêches AFP ? Pas toujours. Mais vous en faites. Alors ça peut arriver, mais aujourd'hui, on est partenaire du Third Party Fact-Checking Network de Facebook. Et on travaille dans pratiquement une vingtaine de pays aujourd'hui à vérifier des informations et on publie ça sur des blogs en différentes langues, dont on a ça en français, en espagnol, en anglais et en arabe notamment. Deuxième question, on est plus dans la philosophie, hein, mais c'est intéressant. On parle de rétablir la vérité, mais comment rétablir la vérité auprès de ceux qui ont vu et donc cru les fakes ? Alors, effectivement, il y a tout un enjeu de perception, c'est-à-dire comment l'audience reçoit ce genre de faux et comment on peut faire pour essayer de faire en sorte que cette audience soit exposée à la démystification. C'est l'un des enjeux. Dans le projet WeVerify, on prépare un bot qui va essayer d'aller cibler les périphéries des bulles de filtre dans le réseau. Donc dans le graphe du réseau, les gens qui sont les influenceurs qui font passer d'une communauté à une autre ce genre de messages et essayer de les cibler en disant attention, vous avez partagé un faux. Et donc on va essayer pour voir si on arrive à atténuer justement la viralité de ce genre de propagation. Alors viralité, donc les réseaux sociaux sont aujourd'hui incontournables. Une fois que c'est diffusé, comment est-ce qu'on peut ralentir ou stopper la progression et à qui appartient la responsabilité de ça ? Alors, elle appartient à tous, c'est-à-dire que nous sommes tous concernés, on a tous parfois envie de partager une belle photo ou quelque chose qui nous paraît iconique ou quelque chose qui nous paraît marrant simplement, sans se poser tout à fait la question de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Donc il y a une responsabilité collective, il y a une responsabilité on pourrait... je pense que l'éducation aux médias, notamment des jeunes, des adolescents, y compris dans les écoles. Moi, j'ai fait des formations au CLEMI, le centre de liaison à l'éducation aux médias et à l'information du ministère de l'Éducation. Et des profs se forment à notre outil, par exemple, pour essayer justement d'enseigner aux élèves à se méfier et à aller vérifier systématiquement si jamais ils ont des doutes sur des images. Et c'est éduquer le regard. Donc il y a toute une démarche pédagogique à faire. Ensuite, le 1er avril vous sert un truc génial cette année. C'est vraiment la fête de la vérification de l'info. Le 1er avril, pour nous, c'est un peu tous les jours. Oui, bien sûr, c'est tous les jours, mais ça va devenir un peu emblématique de ce travail d'éducation aux médias. Oui, alors je crois que le jour du fact-checking, c'est un peu plus tard. Il a été fait, je crois que c'était le 2 ou le 3, mais ils n'ont pas voulu faire peut-être le 1er avril pour la connotation avec le poisson d'avril. Mais voilà, tous ces enjeux sont là. Il y a l'éducation aux médias, il y a évidemment la technologie pour essayer et les réseaux sociaux, les plateformes ont une responsabilité très importante pour juguler ce type de prolifération. Et dernier point pour meubler la minute 03 qui nous reste,
dans la course à l'armement à laquelle on assiste, peut-on imaginer un moment où il y aurait une IA qui va identifier en temps réel les fakes? Alors, il y a un certain nombre de grandes plateformes qui travaillent dessus. On sait que Facebook travaille dessus. Ça me paraît assez complexe encore, c'est ce que j'ai essayé de montrer. On a des technos qui sont plutôt endogènes sur l'image, mais qui posent des problèmes d'interprétation. En plus, les images sont très dégradées sur Internet, très compressées, donc c'est beaucoup plus difficile que sur des images qui viennent de sortir d'une caméra. Et on a beaucoup de connaissances qui est exogène. C'est-à-dire qu'on va aller chercher la connaissance par rapport à une image dans des similarités d'images qui sont ailleurs, quelque part sur le web. Et cette connaissance exogène, elle est plus difficile à ramener en matière d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement sur un jeu de données où on va dire tout ça c'est faux, tout ça c'est vrai. Il va falloir aller chercher de la connaissance extérieure. Et donc je pense qu'il y a encore pas mal de travail avant qu'on y arrive. David, si on remerciait chaleureusement... C'est le moment. Hein, je crois c'est le moment d'annoncer son successeur. Denis Tessou, merci. Merci à vous.